Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Seuls 10% des collèges et des lycées disposeraient de tout leur personnel. Un chiffre qui alarme, mais qui n'est pas nouveau, tant la gronde a même déjà mené à la condamnation de l'État. On en parle avec nos invités dans la première partie de notre émission. Trouver les ingrédients nécessaires pour vous faire aimer les maths. C'est la recette sur laquelle parie le concept de maths et matoc. On en parle avec sa créatrice en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Guillaume Bion. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, après la mise en lumière du scandale de Betterham, la parole se libère, cette fois-ci sur un autre établissement privé catholique qui se situe à Dax. Et son nom, Notre-Dame du Sacré-Cœur, surnommé également Cendrillon. Alors sur les réseaux sociaux, plusieurs anciens élèves évoquent des violences physiques, psychiques, des agressions sexuelles, voire des viols. 2 plaintes avaient notamment été déposées en 2020, l'une pour viol, l'autre pour agression sexuelle, mais elles ont été classées sans suite puisque les faits étaient tout simplement prescrit. Pierre, 75 ans, est à l'origine justement de cette plainte, scolarisé dans l'établissement entre les années 60 et 65. Aujourd'hui, avec le scandale de Betterham, la parole se libère, la sienne également. Il est temps de briser l'omerta, c'est ce qu'il a déclaré chez nos confrères d'ici Gascogne. J'avais peur qu'on en paraisse au sens de ce que je faisais, qui a été un combat de très longues années, tandis que maintenant, là où on en est arrivé, c'est que j'ai plus peur de rien, quoi. J'ai 75 ans. J'ai pas peur qu'on en paraisse, j'ai pas peur qu'on dise qu'à Cendrillon il y avait ça, alors que ça n'a jamais paru. C'est presque un soulagement pour voir. Mais si vous voulez, c'est resté, pour l'instant, c'est Cendrillon, c'est l'omerta. J'en suis peut-être pas les mots exacts, que j'espère que ça éclabousse, mais que ça permette de mettre à jour, de voir que c'est des réseaux incroyables. J'ai été sous la coupe de ces attoucheurs pédocriminels et je suis trop vieux. Mais ce que est en train de faire Esquerre, j'aurais, je sais pas moi, 20 ans de moins, je le ferai au même titre aujourd'hui pour Cendrillon, pour faire éclater la vérité, pour que ça se reproduise plus. Autre témoignage tout aussi fort, celui de son frère qui a 10 mois de moins que lui. Il s'est longtemps senti coupable justement des viols qu'il a subis. Il avait seulement 3 ans. Écoutez. Ils sentent la fragilité de l'enfant, ce qui était mon cas, parce que j'étais en rupture avec mes parents. Ils sentent que cet enfant-là recherche une affection, donc naïvement, on peut aller vers lui. J'ai finalement cru à un moment donné que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Je pense que j'ai envoyé des signaux à mes parents. Ça n'a jamais rien donné. Alors si vous voulez que je vous parle du viol, je peux vous en parler, sauf que c'est brutal. Je me suis revu assis sur le canapé de sa chambre, et je l'ai vu me défaire la braguette, je l'ai vu me demander de lui défaire la braguette, je l'ai vu, et je le sais maintenant, que j'ai fait des fellations, je sais maintenant qu'il m'a fait des pénétrations digitales, anales. Aujourd'hui, j'en parle, mais on m'a tellement peu écouté que moi maintenant, à 75 ans, je veux vivre. Alors, contacté par ici Gascogne, le chargé de communication du diocèse indique que l'évêque est actuellement en retraite dans une abbaye, mais il s'engage toutefois à communiquer dans les prochaines heures sur ce sujet. Toujours sur le plan judiciaire, direction Vannes avec la 3e journée d'audience dans le cadre du procès de Joël Le Squarnec. Et hier, la Cour s'est penchée sur l'histoire familiale. Elle s'est intéressée notamment à l'omerta, une nouvelle fois, qui régnait dans cette famille, hantée par les non-dits et les nombreux silences. À la barre, 2 des enfants du prévenu qui ont témoigné, qui ont assuré qu'il n'y avait en aucun cas conscience des agissements de leur père. L'un des cadets est également revenu sur des viols subis de la part de son grand-père paternel. Aujourd'hui, les non-dits étaient encore à l'honneur, cette fois-ci avec à la barre l'ex-épouse de Joël Le Squarnec. Celle-ci affirme ne jamais avoir eu le moindre soupçon sur les penchants pédophiles de son mari, malgré différents écrits. Il y avait une première condamnation, notamment du chirurgien pour détention d'images pédopornographiques en 2005, toujours à Vannes, et puis une autre lettre manuscrite qui datait de 2010, qui avait été versée au dossier. Et on suivra ces dossiers de très près dans le Grand JT. C'est une première en France. L'État indemnise 10 familles pour compenser l'absence d'un professeur de français non remplacé. Et chacune d'elles va donc recevoir 800 €. Alors 300 pour les parents, 500 pour les enfants. Alors lors de l'année 2022-2023, ce prof de français d'une classe de seconde n'a pas été remplacé malgré une longue absence. Les enfants scolarisés au lycée d'Amboise dans cette classe de seconde ont quand même perdu 50 heures de cours. Ce sont 10 familles qui sont membres du collectif On veut des profs. Et je vous propose d'écouter justement leur avocate, maître Joyce Pitcher, c'est au micro d'RMC.
On voit une pression des tribunaux qui augmente sur l'État. On a la sensation vraiment que les tribunaux ont pris la mesure de ce problème. On a d'abord eu des indemnisations symboliques de 1 euro par heure perdue initialement. Là, on voit que les tribunaux condamnent maintenant à 10 euros par heure perdue pour les élèves. Et la nouveauté, effectivement, de cette décision du tribunal d'Orléans, c'est l'indemnisation du préjudice moral des parents. Les parents ont dû s'investir auprès de leurs enfants pour essayer de continuer, en fait, les apprentissages. Ensuite, on a une inquiétude quand même des parents, qu'on ressent vraiment au quotidien, cette inquiétude dans l'apprentissage de leurs enfants. Et ce tribunal-là, donc tribunal administratif d'Orléans, a considéré que cela constitue un préjudice moral qui devait être réparé donc à hauteur de 300 euros par famille. Et cette jurisprudence pourrait profiter à d'autres familles puisque selon le collectif, le tribunal administratif de Paris doit se prononcer très prochainement sur 13 dossiers similaires. Sur un tout autre sujet maintenant, la loi interdit la vente de puffs et elle est entrée en vigueur hier. Adoptée à l'unanimité, c'était le 13 février dernier par le Parlement. Ces cigarettes électroniques jetables, facilement accessibles et très privées des jeunes ne sont donc plus disponibles. Elles sont apparues sur le marché en 2021. Elles sont dommageables à la fois pour la santé mais aussi pour l'environnement. La violation de cette interdiction sera sanctionnée d'une amende de 100 000 euros. Elle sera doublée en cas de récidive à hauteur de 200 000 euros. La France devient ainsi le deuxième État européen après la Belgique à interdire cette commercialisation des puffs sur son territoire. En Belgique, cela remonte au 1er janvier de cette année. Cette nouvelle étude alarmante concernant les jeunes et les écrans, l'utilisation 4 heures par jour, augmenterait de 97% le risque de myopie. L'étude a été menée par des chercheurs de Corée du Sud sur plus de 300 000 participants âgés en moyenne de 9 ans. Elle démontre une nouvelle fois le lien entre l'exposition aux écrans et la myopie, principalement chez les jeunes. Alors à titre de comparaison, 1 heure par jour devant les écrans augmenterait de 5% le risque. Un risque qui est tel que selon des précédentes recherches, 40% des enfants et adolescents du monde pourraient être myopes d'ici 2040. Et cela s'explique pour 2 raisons. Je propose d'écouter ce professeur, ancien chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital américain à Paris, au micro d'RMC. Les enfants qui ont 2 ans et qui sont devant des tablettes, ils manquent de soleil par rapport à d'autres enfants qui sortent. On a démontré que la lumière diminuait l'allongement de l'œil, donc la myopie. Et en plus, ils ont le facteur de contracter fort leurs muscles pour pouvoir voir devant leur tablette. On contracte un muscle qui provoque l'allongement de l'œil, donc la myopie. Alors pour se protéger, le mieux étant de limiter au maximum l'usage de ces écrans, mais également de sortir pour bénéficier de la lumière du soleil. Enfin, depuis hier, la plateforme numérique Mon Master est ouverte, apportant son lot de stress et d'angoisse administrative. Pour tous les jeunes, effectivement, qui nous regardent, une plateforme qui recense les vœux des futurs licenciés. Comme chaque année, les étudiants vont donc devoir s'inscrire, créer un compte sur ce site avant de détailler leur parcours post-bac. Une première étape qui prendra fin le 24 mars prochain. À la suite de quoi, les universités et les établissements vont examiner les candidatures pour formuler les premières propositions d'admission. Et parmi les nouveautés de cette année, la modernisation et l'intuitivité de la plateforme pour les utilisateurs et puis des guides qui sont également proposés afin de faciliter les candidatures pour demander les bourses également ou encore les césures et aménager son temps de travail. Le tout, c'est sur l'onglet S'informer. Au total, ce sont 8000 formations qui sont accessibles et disponibles à tous. Merci beaucoup Guillaume. Mais où sont passés les profs? Ou plutôt, où est passé l'État? Déjà condamné pour non-remplacement des enseignants, la pénurie semble pourtant être devenue la norme dans les établissements. Alors face à la gronde des personnels de l'éducation comme des familles, on va faire le point dans le Grand JT sur cette question. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Claire Pinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la FCPE de l'école Rosenberg de Bagneux. Merci d'être avec nous. Bagneux, c'est dans les Hauts-de-Seine. Gilles Langlois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Vous êtes secrétaire national du syndicat des enseignants, SUNSA. 15 millions d'heures de cours sont perdues tous les ans, faute d'enseignants. Il y a à la fois les enseignants, les CPE, parfois même des problématiques avec les chefs d'établissement, enfin tout le corps enseignant. Évidemment, cela pose problème pour tout le monde, mais on parle essentiellement des profs, évidemment. La semaine dernière, le tribunal administratif d'Orléans a reconnu le préjudice moral de parents dont les enfants ont pâti de l'absence non remplacée des professeurs. Déjà, est-ce que c'est une première, Gilles Langlois ? Non, c'est pas une première, c'est pas la première fois. Hein. Il y a quelques mois déjà, c'était le tribunal de Paris qui a condamné l'État parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Donc c'est pas la première fois. Et malheureusement, je crains que ce ne soit pas la dernière.
Vous croyez que ce ne sera pas la dernière parce que... vous craignez que ce ne soit pas la dernière parce que vous pensez que malheureusement, il n'y aura pas suffisamment de professeurs l'année prochaine et donc ce type de situation va se réitérer ? Oui, on a un vrai problème d'attractivité du métier, c'est-à-dire que tous les postes, tous les ans, ne sont pas pourvus. Là, cette année, on nous annonce un peu mieux dans les inscriptions au concours du premier degré, mais pas partout, pas dans les zones les plus en difficulté. Dans le second degré, ça continue à baisser, donc on voit bien que c'est un métier qui est devenu de plus en plus difficile. On a des problèmes de conditions de travail. On a des problèmes de rémunération, ça n'attire plus. Et donc, forcément, si les concours ne font pas le plein, qu'en plus on a tous les ans, même lorsque l'on a des possibilités de recruter des contractuels, on n'utilise pas les fonds qui sont dédiés pour cela, eh bien on se retrouve avec une situation extrêmement délicate. Et puis, une absence de volonté gouvernementale, véritablement, de créer suffisamment de postes de remplaçants sur la longue durée, que ce soit dans le premier et dans le second degré. On va détailler chaque point ensemble, si vous le voulez bien, tous les trois. Juste un petit mot sur ce qui se passe de votre côté à Bagneux. Est-ce que aussi beaucoup d'heures perdues, beaucoup de professeurs absents ? Nous, on a comptabilisé avant les vacances de février plus de 400 jours d'absences non remplacées sur la commune de Bagneux, avec des absences prolongées aussi. Pas seulement... Il y a les courtes durées et les longues durées. Donc, dans oui. les deux cas, les absences des profs. Oui, avec 400 jours, plus de 400 jours là, non remplacés. Donc des familles qui sont forcément en colère ou inquiètes, du moins pour leurs enfants ? Mais vraiment en colère et inquiètes aussi parce que ça génère des difficultés au niveau de l'endormissement des enfants. Enfin, certains parents déplorent quand même des symptômes d'énurésie de la part de leurs enfants, des angoisses le matin de ne pas savoir si un professeur va être remplacé, s'il va falloir se réorganiser, parce que c'est tous les jours, on attend de savoir si le professeur va être remplacé ou non. Et donc c'est des vrais... toutes les familles ne sont pas en capacité non plus de se réorganiser comme ça à la minute, en lien avec leur métier aussi. On parle souvent des absences de courte durée, qui sont assez importantes. Ces chiffres, on ne les a pas vraiment parce qu'ils évoluent en fonction à la fois des régions, en fonction aussi des sources, pas toujours. Mais enfin 16% d'entre eux, a priori, non pourvus depuis la rentrée. Est-ce que ça vous parle ? Oui, sur les remplacements de longue durée, par exemple dans le premier degré, les derniers chiffres qu'on avait officiels, parce qu'après on va recenser, on va voir qu'on est souvent dans des situations un peu plus catastrophiques, mais on savait que sur les absences de longue durée, dans le premier degré, on a été à un taux de remplacement de 78%. Alors 78%, ça peut sembler bien comme pourcentage, mais ça veut dire quand même que c'est des milliers d'enfants qui n'ont pas de cours et sur la longue durée. Et avec des conséquences, vous parlez, c'est des conséquences qui sont pour l'ensemble de la communauté éducative qui sont très difficiles parce que Madame le disait et on entend les parents d'élèves qui sont dans la grande difficulté parce que on a besoin de savoir que son enfant, son prof est absent, mais à ce moment-là il va être effectivement remplacé, ça va bien se passer, il va avoir ses cours, il va pouvoir poursuivre le programme. Dans le second degré, on est sur des chiffres un peu moins importants, on est plutôt autour de 95% de remplacement sur la longue durée, mais ça pose aussi des problèmes énormes parce que 5%, ça veut dire des milliers d'élèves qui vont peut-être être en préparation de baccalauréat et qui ne vont pas avoir de remplacement, qui ne vont pas être dans les meilleures conditions. Et après, c'est des chances pour l'avenir de ces enfants qui sont réduites. On voit de toute façon que sur ces questions-là, il n'y a pas une volonté politique de renforcer véritablement le nombre de remplaçants. On estime qu'il vaut mieux, notamment, là on est en période de carte scolaire, quand vous avez des discussions de carte scolaire sur le territoire, en particulier dans le premier degré, les maires ils vont moins intervenir, et les députés, lorsque on ne va pas toucher à leur école, et ils préféreront qu'on supprime un poste de remplaçant plutôt qu'on ferme une classe. Alors que ça peut avoir parfois des conséquences terribles. Mais en fait, la problématique, c'est de choisir entre l'un ou l'autre. C'est surtout ça la problématique. Non, la problématique, à la base, c'est surtout d'être en capacité de se dire, on va prévoir un nombre d'enseignants remplaçants qui vont être suffisants pour pas qu'on soit sur des taux de couverture aussi faibles. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir en fait des remplaçants en plus dans les écoles qui vont trouver leur utilité. C'est-à-dire que si vous avez un remplaçant qui n'est pas utilisé dans une école, il va venir en aide à des élèves dans une classe. Enfin, on voit les besoins
dans les classes au quotidien d'aide pour les enfants. Donc, oui, vous mettez en exergue, excusez-moi, parce que c'est ce qui m'interpelle, la fermeture d'une classe et le remplacement des profs. Fermer une classe, c'est embêtant aussi. Ah mais oui, mais il faut savoir de quoi on parle. Oui. Là, je vous parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir, en fait, à ne plus avoir les problèmes structurels de remplacement qu'on a. Et il faut investir et se dire, il faut avoir des brigades de remplacement, un nombre de remplacements suffisant. Après, quand vous gérez la pénurie, c'est-à-dire que vous manquez de professeurs, vous faites des choix. Quand vous avez des postes budgétaires, alors cette année, on n'a pas de suppression importante dans le premier degré. On n'a plus, parce que ça a été évoqué. Ah mais oui, carrément. Mais on a 4000 postes qui devaient être supprimés, et finalement, ça a été annulé. Tout à fait. Mais on a dû faire pression, y compris d'ailleurs sur les députés, pour leur expliquer, quand ils nous ont auditionnés, je dis, attendez, si vous décidez 4000 postes supprimés, nous, on ira voir les parents d'élèves sur vos territoires, pour pas que d'un côté, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous votiez des suppressions de postes, et puis qu'après, quand vous allez sur vos territoires, vous alliez pleurer parce qu'il y a des difficultés et qu'il faut sauver telle ou telle école. Donc on les a appelés à la cohérence dans leur choix politique. Mais après, quand vous gérez de la pénurie, vous manquez d'enseignants et que vous avez des fermetures, vous avez parfois des fermetures de postes qui se justifient. Si vous n'avez plus d'élèves dans une école, à ce moment-là, vous pouvez fermer une classe en fonction. Après, parfois, les choix qui sont faits, c'est de se dire plutôt que de créer un poste de remplaçant et d'avoir une classe un petit peu avec 1 ou 2 élèves de plus quand vous avez une pénurie et que vous n'avez pas suffisamment de postes pour répondre à tout, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des choix. Et très, très souvent, on va faire le choix de ne pas protéger les postes de remplacement ou de ne pas en créer en nombre suffisant. Et après, c'est des conséquences extrêmement complexes. Ça veut dire que, madame parlait des conséquences pour les parents d'élèves quand ils ne savent pas comment ils vont s'organiser. On a parfois des collègues qui vont être obligés parce que si vous avez dans une école où vous avez 3 classes, vous avez 2 enseignants non remplacés, vous n'allez pas pouvoir dire j'accueille tous les élèves. Il y a des questions de sécurité. Même sur des plus grosses écoles, quand vous avez dans une classe qui est prévue pour 25 élèves, 7 ou 8 élèves de plus, comment vous gérez votre classe, ça pose des problèmes. Donc après, on peut être amené à informer les familles qu'on ne va pas avoir les conditions de sécurité nécessaires. Ça, c'est le point de vue des profs, effectivement, et du personnel, mais il y a le point de vue, effectivement, des élèves, qui est le point de vue du retard d'apprentissage, surtout, qui est très important. Qui est constaté par les enseignants. Oui, mais par les parents aussi, et par les élèves eux-mêmes, qui le disent eux-mêmes. Oui. Ah oui, non, mais puis, et beaucoup d'enfants le disent aussi. Ils ont été dispatchés dans des classes. Les enseignants qui restent font tant bien que mal ce qu'ils peuvent, mais la réalité, c'est que souvent, on a des enfants qui sont au fond de la classe, sans chaise, sans table, et qui, tant bien que mal, essayent de suivre un petit peu s'ils ont la chance d'être dans leur niveau de classe, mais s'ils ne sont pas dans leur niveau, ils vont s'occuper des plus petits, ou ils vont être concrètement en train de faire du coloriage. C'est aussi une réalité. Vous fustigez le silence, ou en tout cas la non-réaction de l'État. Est-ce que là, cette condamnation, vous pensez que ça va changer quelque chose ? Enfin, c'est pas la première, vous l'avez dit, mais... C'est pas la première, mais il faut un changement de fond. Enfin, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on n'a pas un point de vue différent, les parents d'élèves. Enfin, on a le même objectif, c'est la réussite des élèves. Je pense que madame et maman d'élèves, quand on est enseignant et qu'on voit qu'on n'est pas en capacité d'accueillir correctement et de faire correctement notre métier pour tous les enfants qui sont présents à l'école, on est dans la même situation. Sur les choix, il faut un choix d'investissement massif dans l'éducation pour répondre à ces problèmes. Tant qu'on n'aura pas... Quand la nouvelle ministre est venue en CSA ministériel, c'est l'instance de dialogue social, elle nous a présenté les priorités, le renoncement aux 4000 postes. On lui a dit clairement... Il y a une priorité que vous devez prendre en compte, c'est la question des remplaçants. C'est une question essentielle dans tous les domaines pour le quotidien. Et donc ça, c'est des choix. Alors c'est des choix budgétaires, bien sûr, parce qu'il faut créer des postes. Il ne faut pas seulement ne pas en supprimer, il faut créer. Ou alors, quand on est dans une période de baisse démographique, il faut surtout préserver. Et puis surtout, il faut arriver à attirer des gens qui viennent pour devenir enseignants. Et c'est tout le problème justement de l'attractivité du métier. On sait que ça pose problème depuis pas seulement le Covid, parce qu'on a mis ça beaucoup en exergue, c'est bien plus ancien que cela. Avec toutes les réformes qui ont été faites, malheureusement, et tous les ministres qui se sont succédés, on voit bien qu'on est dans une crise dramatique. Justement, vous parlez des contractuels, aussi cette possibilité des heures sup, et notamment du pacte enseignant. Est-ce que ça a été un succès ou pas, selon vous ? Non. En fait, 30% d'adhésion à peu près, c'est ça ? Alors, il faut faire attention quand on dit adhésion. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un problème réel de rémunération des personnels. C'est-à-dire que vous comparez le salaire d'un enseignant par rapport à une personne qui va dans le privé avec le même niveau d'études, vous êtes
forcément très en retrait. Puis vous avez des conditions d'exercice qui ne sont pas simples. C'est-à-dire que, par exemple, les enseignants, ils ne vont pas télétravailler. Donc vous voyez qu'à diplôme équivalent, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et après, c'est la gestion des classes qu'on demande toujours en plus en termes de complexification des tâches au personnel qui va rendre les choses de plus en plus inattractives. Et on le voit bien, il y a des jeunes qui vont s'essayer avec un niveau d'études à être contractuels et beaucoup vont renoncer, on ne va pas réussir à les pérenniser et à obtenir par exemple qu'ils passent un concours pour ensuite venir dans l'éducation. Parce qu'on a un double problème, c'est celui des conditions de travail. C'est-à-dire que la gestion des ressources humaines dans notre ministère, mais simplement pour des éléments aussi simples que la paye. Simplement être payé, ça paraît basique. Mais dans notre ministère, c'est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est devenu compliqué parce qu'en plus, on est sous-administré. Il n'y a pas un ministère où il y a moins d'agents administratifs, par exemple, pour s'occuper de votre paye, que dans le ministère de l'Éducation. Vous voyez qu'il y a des retards de paiement ? On a du retard de paiement. Un contractuel, un AESH, on a vu parfois des situations où ils étaient payés au bout de 2-3 mois avec des difficultés parfois pour obtenir des avances. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin de survenir à leurs besoins et qui n'ont pas les moyens. Après ça, vous avez la question du niveau moyen de rémunération. C'est-à-dire que par rapport au reste des fonctionnaires de la fonction publique d'État, on va être en moyenne avec 30% de moins en raison principalement des indemnités qui sont très faibles. Donc on a des choses qui concernent les conditions de travail et on a quelque chose qui concerne la rémunération et le niveau de rémunération des enseignants dans notre pays. Claire Pinon, est-ce que les parents aussi l'entendent ça, la difficulté aussi des conditions de travail des enseignants ? Ah oui, ça oui, nous on l'entend parfaitement et cette année... Ils en sont conscients ? Ils en sont conscients et nous on a eu la chance, après avoir eu une année de malchance pour justement des absences non remplacées, ça a été pris en considération pour une des écoles cette année où on a 2 CM2 qui sont de petites quantités d'élèves, justement parce que les conditions des enseignants les autres années n'étaient pas du tout convenables pour pouvoir sécuriser l'apprentissage de nos enfants. Donc cette année on a pu réajuster et on a eu cette chance-là. Mais l'année prochaine, on va souffrir d'une fermeture de classes dans une des écoles. Les enseignants aussi vivent cette image assez difficile que malheureusement, peut-être l'État d'ailleurs est fautif, et c'est la question que je vais vous poser, mais de l'image qui a été donnée et donc cette défiance aussi des parents vis-à-vis des enseignants. Est-ce que vous l'avez rencontré, cette situation ? Est-ce que vous avez ressenti ça ? Alors sur la commune de Bagneux, très honnêtement, non. On a vraiment une réalité où les parents ont conscience des difficultés, des conditions de travail des enseignants. Il ne faut pas oublier que sur la commune de Bagneux, sur 10 écoles, on a quand même 8 écoles classées en REP et avec des parents au clair de la situation et qui souhaitent que leurs enfants, justement, puissent étudier dans les meilleures conditions. Donc on n'a vraiment pas de grosses difficultés à ce niveau-là. Gilles Langlois, est-ce que l'État est responsable de l'image, justement, dégradée des professeurs aujourd'hui ? Alors, si elle l'est. Je pense que l'État a une part de responsabilité. Dire qu'il est responsable, il n'est pas responsable de tout. Mais par contre, il y a une part de responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on attend, on demande tout en fait aux enseignants. Y compris, on leur demande tout par rapport à tous les problèmes de la société. Or, les enseignants, si mobilisés soient-ils, pour leurs élèves, ils ne peuvent pas jouer tous les rôles. Ils ne peuvent pas être à la fois l'assistante sociale, parce qu'il n'y en a pas dans l'éducation nationale, en tout cas dans le premier degré. Ils ne peuvent pas être le médecin qui va répondre, qui va faire un diagnostic. Enfin, on ne peut pas tout leur demander. Et souvent, il y a des injonctions un peu paradoxales. C'est-à-dire que on vous demande d'être en capacité de tout faire, alors que les enseignants, ils ont besoin de pouvoir faire leur métier, de le faire sereinement. Après, on est aussi dans un système où il y a beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'on voit que la moindre situation un peu complexe, on va avoir des déchaînements sur les réseaux sociaux. Enfin, on a des collectifs organisés qui sont parfois très, très malveillants. Mais les réseaux sociaux, c'est une chose, et on sait combien il peut y avoir de mauvaises choses. La problématique, c'est aussi les politiques. Est-ce qu'ils montrent l'exemple à ce sujet ? Est-ce que quand certains politiques, on ne va pas les nommer, mais prennent des positions sur le métier de prof, qui sont dégradantes, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui joue dans la réalité aujourd'hui de ce métier ? Alors c'est un ensemble de facteurs. Enfin, je pense que la part de l'État, moi ce que j'ai beaucoup dénoncé, et on a eu l'occasion de le faire, c'est notamment lorsque la parole politique, elle n'est pas en lien avec la réalité. C'est-à-dire elle ne traduit pas la réalité. Quand on vous annonçait pendant 3 ans qu'on a vu des revalorisations historiques
et qu'on se rendait compte qu'au bout du compte, on avait à peine suivi l'évolution du pouvoir d'achat, et à peine, et qu'on continuait finalement à avoir une dégradation des conditions, les gens ne sont pas crédibles. Donc ils participent de cette image-là. Mais c'est un ensemble de facteurs. Ils ne sont pas les seuls responsables. La responsabilité de l'État, pour moi, c'est principalement les choix. Et les choix budgétaires qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, on va prendre un exemple concret. On sait qu'on a une réforme de la formation initiale des enseignants pour pouvoir recruter des Bac+3 et finalement avoir des profs qu'on va payer pendant 2 ans, qui vont être élèves fonctionnaires, stagiaires, pour pouvoir se préparer à leur métier. Donc on a quelque chose là qui est prêt depuis plus de 6 mois. Puisqu'on a examiné les textes, c'était du temps de Gabriel Attal, donc on a vu déjà quelques ministres depuis ce temps-là. Ça, c'est pas si longtemps quand même. Hein. Ah oui, on a vu beaucoup de ministres, mais c'est quand même très récent. Oui, mais du coup, ça remonte quand même. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'il était question de ça, et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que sur cette question-là, par exemple, alors qu'on sait que c'est crucial, parce que si vous offrez à des jeunes la possibilité de se dire, tiens, si après mes 3 premières années d'études, je peux directement passer un concours, je vais être rémunéré, vous ouvrez la porte, y compris socialement, pour avoir un élargissement de la base sociale. Et vous allez attirer des gens. Eh bien, par rapport à ça, tout ça n'est pas fait. Et pendant plus de 6 mois, ça a buté principalement par rapport à Bercy et par rapport à des contingences budgétaires. Parce que bien sûr, ça a un coût. Et donc, c'est là la vraie responsabilité de l'État. Donc, si on veut résoudre le problème, qui est un problème majeur, parce que vous le dites, c'est pas normal pour nos enfants, pour nos élèves, que les profs ne soient pas remplacés et qu'on pénalise. Et on en arrive à cette situation où l'État est condamné par le juge administratif, qui est plutôt quand même un juge, en général, qui ne regarde pas forcément l'État d'un œil défavorable. Donc on a un vrai problème de fond. Vous parlez des 2 classes de CM2, effectivement, qui ont été allégées en termes d'effectifs. Est-ce que pour vous, c'était aussi gage de réussite et de succès pour l'apprentissage des enfants? Est-ce que les parents sont clients de cela? Et donc c'est une nouvelle façon de penser aussi la scolarité de nos enfants en France. Nous, là, on a des classes surchargées, on le sait depuis très longtemps. Là, nous, on le voit concrètement sur ces 2 classes-là cette année. La capacité de mise au travail de nos enfants et l'évolution de leur apprentissage en l'espace de 6 mois, depuis la rentrée scolaire. Chose qui n'était pas du tout constatée l'année dernière. C'était très, très compliqué. Et effectivement, on est à des classes de 20 et 21, parce que pour cette école, nous ne sommes pas en REP, mais on voit la qualité de travail et même la dynamique de la classe, le rapport entre les enseignants et ses élèves est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus efficace. Il y a quelque chose de fluide où nos enfants ont envie d'aller à l'école, ont envie d'aller travailler, parce que pour le coup, ils se voient progresser. Donc je pense que les meilleurs témoins, ce sont nos propres enfants, en fait, de eux, ce qui ramène aussi de l'école à la maison. On parle de Bagneux, là on était à Paris précisément quand on fait notre émission, mais évidemment, et fort heureusement d'ailleurs, Paris n'est pas la France, il y a tous les territoires. Est-ce qu'il y a une grosse disparité justement dans la problématique de l'absence des profs, Gilles Langlois, en fonction de l'endroit où on se trouve? Oui, alors on a des territoires qui sont beaucoup plus touchés. Parce qu'on manque beaucoup plus d'enseignants. On va prendre des départements typiques comme par exemple le 93. On sait que les conditions de remplacement sont très difficiles, mais aussi il y a des départements qu'on pourrait moins attendre. Je pense notamment à la Haute-Garonne, le 31, à Toulouse, où on a des problèmes énormes de remplacement qui ont pu être d'ailleurs complexifiés parce que avec tout l'épisode qu'on a vu d'instabilité budgétaire, il y avait un blocage de la possibilité de pouvoir recruter même des contractuels sur des postes qui étaient restés vacants. Donc il y avait une impossibilité par rapport à ça. Puis on a d'autres territoires, je pense aux territoires extra-hexagonaux, notamment la Guyane, où on a plus de 40% des personnels qui sont contractuels. Et organiser un remplacement lorsque vous êtes dans une zone, on va dire, montagneuse, ou lorsque vous êtes en Guyane et que vous avez une journée de pirogue pour atteindre l'école, c'est pas les mêmes conditions. Et donc on a des vraies disparités sur notre territoire. Aussi la question du non-renouvellement des postes des départs à la retraite. Ça aussi, dans un pays qui est vieillissant, est-ce que ça va poser davantage de problèmes? C'est une réaction pour vous, Perpignan? Nous, on espère juste qu'il y aura des nouveaux enseignants qui auront envie d'apprendre à nos enfants. En tout cas, et que ça va être anticipé, qu'on ne se retrouvera pas avec un déficit d'enseignants aussi.
Alors, ça fait partie des sujets. Nous, on a alerté le ministère. Il y a pas très longtemps, on a discuté un texte d'orientation stratégique pour le ministère de l'Éducation nationale. C'était un combat, mais vraiment un combat, pour faire entrer à l'intérieur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour l'avenir. On leur dit quand même, là, d'ici 10 ans, on a plus d'un tiers des enseignants qu'il va falloir renouveler. Donc la difficulté qu'on a en ce moment, si rien n'est fait sur le long terme, ça va poser des problèmes majeurs. Pour ça, il va falloir que l'État, les gouvernements qui seront amenés à exercer, et les parlements, parce que le Parlement a une responsabilité particulière, c'est celle du budget, sont en capacité de prévoir une loi d'orientation. La loi d'orientation, on la demande depuis la réforme de 2019 sur les retraites. Et aucun des gouvernements n'a voulu la faire. Mais ce qui montre qu'il n'y a pas cette volonté. Alors on sait qu'une loi d'orientation, ça ne fait pas tout. Mais on a vu aussi que la loi d'orientation sur la justice, la loi de programmation militaire, la loi pour le ministère de l'Intérieur de programmation ont donné des effets, ont permis de donner des perspectives, c'est-à-dire des perspectives d'investissement. Et ces perspectives d'investissement, c'est elles qui vont permettre de donner ensuite les perspectives, parce qu'on ne prépare pas sur un budget annuel le recrutement de plusieurs centaines de milliers d'enseignants comme on va avoir besoin de le faire. Mais pourquoi, selon vous, ils ne veulent pas la faire? Parce que c'est pas récent, comme vous le dites. C'est pas juste la problématique du projet de loi de finances qui était compliqué. Non. 2019, vous le dites, même avant, même déjà à l'élection de Macron. Oui, non, mais c'est ça. Depuis le départ, lorsqu'on demande, mais c'est parce qu'on n'a pas une véritable politique. Vous savez, on peut avoir un discours politique, on dit toujours, la priorité c'est l'école. Oui, mais comment ça se traduit? Vous avez des indicateurs. Il suffit de regarder en fait l'évolution, notamment de la part d'éducation qu'on a dans le PIB. Eh bien, on voit bien que sur l'école, on reste sur des niveaux qui sont en deçà des années 1995. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de véritable volonté d'investir dans l'école et dans tous les domaines, parce que ça veut dire qu'on investit aussi sur la formation. On n'a pas parlé, mais parfois on refuse, justement pour des problèmes, on en parlait tout à l'heure en aparté, on refuse à des enseignants de partir en formation parce qu'on n'a pas les moyens de remplacer les classes. Et donc c'est dans tous les domaines. Il faut repenser de fond en comble, notamment pour répondre à cette problématique. Mais en fait, la problématique des remplacements, c'est l'une des faces immergées de l'iceberg. Mais ça dit beaucoup de choses, en fait, des dysfonctionnements et du manque d'investissement fondamental qu'on a dans l'éducation dans notre pays. Et des profs qui attendent aussi des affectations, vous en avez rencontré? Parce qu'il y en a, les postes vacants. Nous, on n'a pas de poste vacant, mais en revanche, on a la brigade de remplaçants qui était désignée pour permettre aux enseignants de partir en formation. Ce dispositif-là a été stoppé justement pour répondre aux besoins des écoles de banlieue, pour limiter en tout cas les absences non remplacées et permettre de remplacer les enseignants pas absents. Absents de courte durée et de longue durée? En tout cas de courte durée déjà. Parce que de longue durée, ça fonctionne aussi. Enfin, je veux dire, c'est le même processus. Alors, on peut avoir. Non, mais je vous laisse répondre pour le coup. Non, mais pour le coup, on peut avoir des utilisations, c'est-à-dire des gens qui sont normalement pour des stages courts, par exemple, ou pour remplacer des stages courts, qui vont être utilisés parce qu'on a de tels besoins, et donc on va les utiliser, y compris parfois pour des postes longs. Mais en fait, on a besoin, on va dire, d'un changement, d'une révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un ministère, et avec bien sûr un État derrière lui, qui passe en fait de la méthode du sparadrap du capitaine Haddock à une approche un peu systémique des choses, avec une ambition et un projet d'ensemble construit pour l'école. Et c'est le seul moyen d'arriver à répondre à des problématiques multiples, dont celle du remplacement. C'est celle qu'on voit le plus, parce que quand on est parent d'élèves, c'est là où on va voir dès que ça ne fonctionne pas. Dès que ça grippe, c'est là où on va le voir. Parce que c'est le jour où on va arriver à l'école avec son enfant, on a une réunion importante au travail, et puis on va voir, il n'y a pas de remplacement, et les capacités d'accueil, même dans les autres classes, eh bien, on n'a plus. Sinon, on va mettre en danger la sécurité des élèves. C'est ça la réalité concrète. Ils sont censés avoir une garderie, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir aussi garder les enfants dans les écoles. Quand il n'y a pas de... Non, parce que vous parlez de réunion de parents... Non, je vous parle... Non. On est d'accord, hein, dissocié. Non. Je parlais du cas où, lorsque vous arrivez le matin pour mettre votre enfant à l'école, il n'y a pas une garderie qui fonctionne en alternance. Il y a l'étude.
Ben non, mais ça c'est le soir. Mais le non, matin. mais l'étude, si le prof n'est pas là. Ah mais non, il n'y a pas d'étude. Les enfants, non, ça les c'est élèves pour n'ont pas le second l'étude. degré. Dans le second degré, il faut faire la différence en fait. Là où vous avez une vie scolaire avec des surveillants, des professeurs qui peuvent faire du remplacement de courte durée, et quand il n'y a pas d'autre solution, ils vont aller dans une classe d'études. À l'école primaire, vous n'avez pas ça. À l'école primaire, vous avez simplement les personnels enseignants qui sont à l'école. D'où la problématique de la débrouille dans ces cas-là. Ben c'est ça, parce qu'on peut avoir des enfants qui sont inscrits le matin au périscolaire et découvrir seulement, enfin, ils peuvent être inscrits et ils s'y rendent dès 7h30 et ne se rendent compte que à 8h50 quand l'école ouvre, qu'il n'y a pas d'enseignants. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Le périscolaire, c'est la mairie qui gère et après la journée, c'est l'école, c'est l'éducation nationale. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du Grand JT nous parler de cette problématique très importante des 15 millions d'heures de cours perdues tous les ans, faute d'enseignants. Merci à vous, Claire Pinon, présidente de la FCPE de l'école Rosenberg de Bagneux, et Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat SE-UNSA. Merci beaucoup. Merci. À vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Judith Sosportes. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous, Judith. Vous êtes la fondatrice des éditions Optimistes et surtout de ce jeu, créatrice de Maths et Matoc. Un jeu, vous l'avez compris, pour comprendre les maths et surtout s'améliorer, évidemment. C'est un peu valable pour tout le monde. On dit que c'est pour le primaire et le collège, mais même moi, je sens que j'ai plein de trucs à apprendre, non? C'est sûr, surtout quand on est adulte, on n'a pas l'habitude de faire les opérations, donc du coup, ça vaut toujours le coup de réviser. C'est que des opérations, que de l'algèbre, c'est quoi? Alors, c'est du calcul majoritairement. Ouais. Du coup, on va pouvoir voir plein de notions avec ce jeu qui vont du décompte aux fractions en passant par addition, multiplication, division, proportionnalité et donc les fractions. Alors, vous me dites ça comme si c'était naturel, comme si naturellement on parlait de mots. Évidemment que les maths, à la fois ça paraît évident et on le sait dans la réalité, c'est assez compliqué pour beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui arrivent en 6e ne sachant pas forcément compter convenablement.
Oui, faire même des multiplications, même des fois des additions un peu complexes, c'est un peu compliqué. Justement, c'est le but du jeu, c'est de désacraliser les mathématiques qui sont un peu vues comme la bête noire. Notamment, moi, je m'amuse toujours à essayer de trouver un dessin animé dans lequel le personnage principal aime les maths. Pour l'instant, à part Code Lyoko, j'ai pas trouvé. Et donc l'idée, c'est de leur donner aussi du sens, du coup, parce que souvent, on n'aime pas les maths parce qu'on nous dit que c'est un outil qui va trouver son sens après. Mais c'est un peu compliqué d'aimer ça si on comprend pas maintenant. Mais vous avez aimé les maths dès le départ, dès les premières classes, dès le CP ou pas? Moi, c'est un peu particulier. J'étais forte en maths, mais j'aimais pas ça. Je considérais justement que c'était un peu la cuisine, donc rigolo vu le jeu. C'est après, du coup, quand je suis arrivée au lycée avec la physique, qui sont en fait des maths appliquées, que j'ai compris à quoi ça servait, que j'ai commencé à aimer ça, et après j'ai fait même une prépa scientifique. D'accord. Et alors, donc les maths, en gros, quelle est la principale difficulté que l'on rencontre quand on se dit qu'on n'est pas fort en maths? Quand on a l'impression de ne pas tout de suite capter, comprendre? Oui, c'est vrai que déjà le manque de confiance en soi, c'est une des raisons pour lesquelles on peut ne pas être fort en maths, mais aussi ne pas être fort dans plein de matières. Mais les maths, c'est un aspect un peu particulier, déjà, parce que des fois, c'est un traumatisme qui se passe de génération en génération, puisque souvent, quand les parents ont eu du mal avec les maths et peut-être ont encore du mal avec des maths, après, ils sont stressés par rapport aux mathématiques, ils vont un peu transmettre ce stress à leur enfant parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit la même chose, mais finalement, ça va être un peu la même chose, et c'est dommage. Il y a un cerveau de matheux et un cerveau littéraire, ça existe vraiment ça ou pas? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que tout le monde peut avoir les bases en mathématiques, tout le monde peut être bon en mathématiques ou pas. Après, c'est une question d'aimer. Si on n'aime pas les mathématiques, très bien. Malheureusement, quand on va à l'école, il faut quand même avoir les bases et le but justement, c'est de rendre ça un peu plus simple. Oui, parce que c'est une question de pédagogie aussi, effectivement, de manière d'enseigner les maths. Et en l'occurrence là, grâce à votre jeu Mathématoc, donc aux éditions Optimistes, les éditions que vous avez créées, c'est l'occasion de pouvoir travailler encore une fois les maths de manière plus ludique, peut-être plus intuitive. Est-ce qu'on peut, alors, on n'a pas le temps de jouer, hein. C'est une interview, malheureusement, c'est pas une partie de jeu. Mais est-ce qu'on peut regarder en quelques secondes ensemble comment ça s'opère, comment ça se passe? Avec plaisir. Alors, donc, du coup, dans Mathématoc, Mathématoc, c'est un jeu qui fait lien entre calcul et cuisine. Quand on joue à Mathématoc, on va prendre le rôle d'un chef cuisinier. Donc 200 grammes de sucre, 140 grammes de beurre. Non, mais on ne va pas parler de grammes, justement, on va simplifier ça, du coup, en quantité. Mais on va bien avoir des recettes et il va bien falloir servir des invités. Donc, du coup, là, ce qu'on voit, je peux prendre les cartes. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des cartes recettes et des cartes invitées. Les cartes invitées, c'est les cartes qui sont oranges, là, qui sont en train de partir. Et les cartes recettes, c'est les cartes en bleu. Et en fait, dans le jeu, du coup, on a 5 niveaux de recettes, de 1 à 5, qui permettent aussi de voir, du coup, plein de notions différentes. Et on a plein d'invités qu'on peut choisir. Du coup, au début de la partie, on va prendre un plan de travail qui est effaçable. Donc, je veux bien voir un petit stylo Velleda, ça me rappelle tout mon enfance, j'adore. Ok. Avec plaisir. Donc, du coup, au tout début, on va choisir une recette. Je ne sais pas si vous voulez choisir une recette. Mais bien sûr, avec plaisir. Un truc bien gras pour moi. Niveau 1, 2. Je dis ce que c'est? Oui, avec plaisir. Gras. Salade de tomates. Salade de tomates. Et donc, du coup, sur la recette, on a un nombre de personnes pour laquelle est la recette, comme toute recette. Donc là, normalement, c'est pour une personne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai une personne. Voilà, c'est ça. Et on a un nombre d'ingrédients. Oui, 3 tomates. Donc 3 tomates pour une personne. Et donc, on va commencer à remplir le plan de travail. D'accord. Donc, pour une personne, il faut tomate 3. Et ensuite, quand on l'a marqué, on est prêt à... là, du coup, 3. Ici, là ou là? En fait, sur le 1, tomate. D'accord. Et 3, puisque c'est le nombre de tomates. Tout est marqué dans les règles du jeu, je suis désolée. D'accord. Et en version rapide. Et ensuite... Ok. Je le fais? Ouais, allez-y. Avec plaisir. Que je comprenne. Hop. Pour une personne, on a 3 tomates. D'accord. Ok. C'est ça. D'accord. Ok. Et donc ensuite... Quand on a fini, on est prêt. Donc, on a préparé un peu notre cuisine. On est prêt à recevoir les invités. Donc, parfait. Piocher une carte invitée. Donc, j'ai 3 invités. Donc, on a 3 invités. Et 3 tomates. Je vous laisse encore lever les dents. La question, c'est pour 3 invités. 3 invités. Combien est-ce qu'on a de tomates? Combien de tomates? Alors, a priori, j'aurais dit 9. Et ben 9. Est-ce que c'est bon? C'est très bien. Et ben, c'est très bien. Alors, on a deux choix. Soit on va aller regarder directement le menu des solutions petit à petit. Dans le menu des solutions, il y a toutes les solutions à toutes les recettes. Soit on va finir le plan de travail en repiochant des invités jusqu'au bout et ensuite on va pouvoir... D'accord, pour multiplier en fait, c'est ça? Alors du coup... La 13 et donc on fait 13 fois 3, c'est ça? 13 fois 3 là du coup. D'accord, là, vous avez eu le réflexe de multiplier. Quand on est sur des plus petits, justement, on peut trier les invités en amont pour faire en sorte par exemple qu'il y ait que jusqu'à 5, 6 ou 7, quand même des petites quantités. Et on va pouvoir utiliser les jetons. Les jetons, c'est des jetons ingrédients et c'est des jetons invités. Et on va donc pouvoir compter. En fait, tout simplement, on va se dire, OK, pour un invité, il me faut 3 tomates. Et ensuite, 1, 2, 3, voilà. D'accord. Et alors, vous pensez que ça peut faire changer la vie, ceux qui sont réfractaires aux maths, notamment les plus jeunes?
Eh ben, c'est moi que je le pense, que je l'ai testé finalement. En fait, justement, à chaque fois, ça m'étonne un peu à quel point est-ce que les enfants ils le prennent en main assez rapidement déjà parce que les règles sont assez simples, donc en général c'est assez rapide. Oui. Mais en plus, ils aiment bien. Donc je me retrouve souvent en salon à rester encore plus longtemps parce que ils veulent refaire des parties, alors que de base ils sont plutôt réfractaires. Justement parce qu'ils ont un mauvais souvenir lié aux mathématiques. Alors, a priori, là, je dirais qu'on multiplie à chaque fois en fonction du nombre d'invités, clairement, et du nombre d'ingrédients. Est-ce qu'on va aussi travailler la division, les additions, la soustraction, comment ? Bien sûr. Alors du coup, le décompte et les additions, c'est justement quand on se base sur les jetons, où en fait, on va arriver petit à petit à la multiplication, mais on va passer donc par décompte et addition. Et ensuite, division et fraction, c'est avec les recettes de niveau un peu plus durs. Donc les niveaux 1 et 2, ça va plutôt être décompte, addition, multiplication. Et ensuite, les 3, 4, 5, ça va plutôt être... Alors allez-y, donnez-moi les 5, histoire que je me ridiculise. Non, mais histoire que je me ridiculise, il y a un moment, il faut le tenter. Bâtonnet de mozzarella, très bien. Ok, il y a 3 invités. C'est un petit mouchoir. Parfait. Non, je vous en prie. On va quand même... je vous en prie, allez-y, notez. Je le fais moi. Ok, d'accord. 3 bâtonnets de mozzarella. Donc... Bâtonnets de mozzarella. 3 invités, pardon. 3 invités. Et j'ai 6 bâtonnets de mozzarella et 2 œufs. Donc 6 mozzarella, donc mozza 6. Voilà. Et œufs. Enfin, 6 mozza et 2 œufs. 2. Très bien, ok. Et donc maintenant, on va prendre une carte invitée. Et une carte invitée, très bien. Et là, on a 71 invités. Attention, là, ça se complique. Là, on a 71 invités, du coup, je le fais. Très bien, allez-y, je vous en prie. Allez, avec plaisir. Donc du coup, déjà, moi, ce que je regarde, après, moi, j'ai l'habitude, c'est quand même moi qui ai fait le jeu, je vais aller un peu rapidement. Mais ce que je vois, c'est que donc il y a 2 fois plus de mozzarella que d'invités. Donc déjà, le rapport entre les deux, ça va être x2. Donc 71 x 2, je vais le faire de tête, c'est 142. Hop là. Et ensuite, je vais regarder, donc il me faut 2 œufs pour 3 invités. 2 œufs pour 3 invités, je vais me dire, pour une personne, combien est-ce qu'il me faudrait 2 ? Donc, a priori, il me faudrait 2 œufs divisés par 3 personnes, donc 2 tiers 2 pour un invité. Je peux utiliser ça pour le brouillon, je fais exprès, un invité. Et donc, pour 71 personnes, il va me falloir 71 x 2 tiers, donc 142 tiers. 2 tiers, oui. C'est ça. 142 tiers. J'ai le droit de le laisser comme ça, parce que le menu des solutions m'autorise, et moi, pour le coup, je ne vais pas m'humilier à essayer de faire ça en nombre décimaux. D'accord, mais vous expliquez aussi le fait que 142 sur 2 tiers, donc ça veut dire qu'il faut quand même x2 divisé par 3. x2 divisé par 3, voilà, ensuite on peut le poser. On peut le poser à côté. D'accord. Je veux dire 142 divisé par 3, et ensuite, du coup, 4 x 3, 12. Je mets 2 ici, je descends 2, ça fait 22. Et ensuite, 22, c'est 3 x 7, 21, il reste 1, et donc 1, ça va être 0,33, donc ça va me faire a priori 47,3. Mais vous ne l'avez pas multiplié par 2 sur 2 tiers? Ah bah si, j'ai fait 71 fois... Ah d'accord, ok, ça va. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai essayé de vous cramer, mais non, je ne suis pas allée. Ok. Bon d'accord, ça va, vous êtes bonne en maths. Ça va, vous avez le droit. Non, c'est plutôt que j'ai l'habitude d'y jouer quand même. Ok, donc c'est une façon, pour revenir à ma question initiale, effectivement, d'apprendre ou de se rééduquer, si je puis dire, à l'addition, à l'abstraction, à la division, de comprendre effectivement surtout l'intérêt des maths dans la vie courante. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de faire le lien et en fait... juste de répondre à la question à quoi ça sert les maths, ou plutôt de répondre aussi à l'affirmation les maths ça sert à rien, mais on peut répondre mathématoc. Mathématoc, effectivement, ça sert non seulement à cuisiner, mais à cuisiner intelligemment pour que tout le monde puisse dîner correctement. Des bases qui sont bien assimilées, c'est aussi une façon de pouvoir évidemment avoir un apprentissage constant et important pour la suite. Si on n'a pas les bonnes bases en CP, CM2, si j'allais dire, en gros, pour la primaire, après c'est... compliqué. C'est un peu compliqué, et puis en plus, des fois, question d'ego, quand on est en 6e ou en 5e, on n'a pas trop envie de ressortir le carnet qu'on a fait quand on était en CP, CE1, CE2, et du coup, c'est dommage, parce qu'on aurait vraiment besoin de ça pour pouvoir continuer d'avancer si on a déjà des lacunes. C'est aussi le choix que j'ai fait avec Mathématoc, de marquer nulle part dans les recettes, justement, quelle recette est égale à quel niveau, quels invités est égal à quel niveau. Le but, c'est qu'on avance à son rythme, et en fonction de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Pour les enfants atteints de dyscalculie, est-ce que Mathématoc peut aider ? Alors j'espère bien, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir tester avec des enfants atteints de dyscalculie, mais justement ça va être un peu l'occasion de le faire avec les précommandes en mesurant l'impact de Mathématoc sur le long terme, et j'espère bien que ça va pouvoir les aider sur le long terme. Certains enseignants que vous avez rencontrés sont plutôt assez positifs face à des jeux comme celui-ci, ce qui pourrait les utiliser aussi dans le cadre de leurs cours ?
Complètement. Je l'ai beaucoup testé, surtout en primaire et en collège. Donc en classe et en permanence, les deux marchent aussi. Et oui, ils sont très preneurs, de manière générale, d'outils qui peuvent les aider à désacraliser aussi les mathématiques. Il y a aussi les orthophonistes qui sont plutôt preneurs. Et évidemment, dans les familles, ça marche aussi pas mal. Bon, écoutez, merci beaucoup, Julie Sasportes, merci mille fois d'être venue nous parler de Mathématoc, donc fabriqué en France, ce jeu éducatif pour les enfants jusqu'à la fin du collège, soyons clairs, ça marche. Voilà, on dit dès le CP, mais même avant, parce que les enfants calculent déjà beaucoup plus tôt. C'est aux éditions Optimistes, ça prend entre 15 et 30 minutes, c'est écrit dessus, et on peut jouer à plusieurs. Et on peut jouer à plusieurs, de 1 à 6 joueurs. Il y a justement 6 plans de travail pour si jamais on veut faire des grosses parties. Mais on peut aussi jouer tout seul. C'est tout l'intérêt du jeu. On peut s'améliorer tout seul. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand JT. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Et vous êtes là pour venir décortiquer un peu tout ce qui se passe en ce moment dans la tête d'un certain nombre de lycéens. Vous accompagnez aussi au quotidien, souvent perçu Parcoursup comme un passage obligatoire, un peu angoissant aussi. Est-ce que c'est ce que vous constatez en ce moment auprès de ceux que vous accompagnez ? Alors effectivement, je constate une angoisse croissante, effectivement, depuis le jour d'ouverture de Parcoursup. Mais en réalité, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que Parcoursup, ça se passe bien si on prend le temps de réfléchir correctement à ses vœux et de demander l'aide et l'avis des sachants autour de soi, c'est-à-dire notamment de ses professeurs. Donc si on structure bien cette période, ça se passera très bien. Ça se passera très bien. Bon, en tout cas, on va essayer justement d'aller un petit peu plus loin et de continuer à parler de tout ça parce que certains élèves ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, tandis que d'autres sont complètement perdus et on peut les comprendre aussi. À cet âge-là, difficile de faire des choix. Ils hésitent entre plusieurs filières, plusieurs métiers. Comment vous les conseillez justement, ces jeunes aujourd'hui qui ont peut-être plusieurs passions, plusieurs envies et pour qui c'est difficile de faire un choix, de faire le tri aussi dans les 24 000, c'est ça, formations qu'il y a sur Parcoursup. Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut essayer de sortir de l'idée qu'aujourd'hui, leur but est de trouver un métier, parce qu'on le sait, les métiers de demain vont changer. Donc si les élèves se projettent vers un métier qui disparaît en cours de formation, ce serait un petit peu dommage. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai plutôt tendance à les orienter passion. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire, on va essayer de structurer au fil des années, à partir de la seconde, la pensée sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime comme matière, pour déjà commencer à faire le choix des différentes spécialités. Et puis, à partir du moment où on a trouvé les spécialités, on commence alors à se renseigner sur les formations qui existent. Le but, finalement, c'est de faire un très bon premier cycle dans le supérieur. Donc, si on aime les matières, on sera dans les meilleures dispositions pour réussir dans le supérieur. Et si on fait un très bon premier cycle, on réussira un excellent second cycle, c'est-à-dire tout ce qui est master, qui est en réalité le plus important. Donc pour moi, ça se construit dans la durée, sans pression, à partir de la seconde. Et puis, dès la première, on commence à faire des journées pédagogiques, des journées portes ouvertes, des journées d'immersion aussi, c'est de plus en plus à la mode. Et grâce à ça, les élèves commencent à se projeter dans des études et on peut avancer ainsi pour faire son choix. Mais je pense qu'il ne faut pas rester sur la notion de métier parce que c'est beaucoup trop restrictif. Et il y a encore un réel attrait pour ces métiers de la part des jeunes, notamment ? De plus en plus. C'est vrai que les métiers de la main n'ont pas été forcément extrêmement valorisé ces derniers temps, et notamment dans l'histoire de l'éducation française. Mais ceci dit, de plus en plus de gens reviennent à leur métier de base et à leur intérêt, surtout, quand ils ont une propension à se dire « j'ai envie de faire des choses de mes mains ». Souvent, ils ont été dirigés dans une filière généraliste. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de mettre les gens devant leur passion. Et c'est cela, on fait énormément de salons aussi pour mettre en avant nos métiers, pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que la filière généraliste, mais aussi la filière technique, et notamment le travail de ses mains qui peut être extrêmement valorisant, puisqu'on fait un produit de A à Z, en fait. Le défi qui se pose aux familles recomposées, c'est qu'aux liens biologiques s'ajoutent des liens affectifs. Exactement. Et c'est là que ça se complique. Et c'est là que ça se complique. Alors, c'est là que ça se complique parce qu'effectivement, la personne qui choisit de vivre en couple et un deuxième ou troisième couple ne choisit pas forcément les enfants de l'autre, mais comme dans une famille initiale, on ne choisit pas nos enfants. Voilà. On ne les choisit pas, mais c'est les nôtres. Mais c'est les nôtres, alors c'est pas tout on se sent obligé. Et on verra qu'il y a une grande différence entre les enfants et les beaux-enfants. Et c'est ce qui nous paraît important dans ce livre, c'est d'appeler un chat un chat. Et de dire, non, on ne va pas faire comme si, on va regarder comment c'est. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, et vous le dites, je vous cite, rien n'est évident ni inaliénable dans la famille recomposée. Et oui, ce n'est pas inaliénable, parce que d'abord, on n'est pas obligé d'aimer ses beaux-enfants.
alors que ces enfants biologiques, disons qu'on a une responsabilité de fait. Hein. On n'est pas obligé. Et puis en plus, combien de temps ça va durer? Alors on est obligé de les aimer, et réciproquement. Et réciproquement, alors là, c'est réciproquement. Si je puis me permettre. Les beaux enfants n'aiment pas toujours leurs beaux-parents, c'est sûr. Voilà. Ni le nouveau couple. C'est surtout ça, je alors crois. pourtant, alors je voulais vous poser la question plus tard, mais si je me souviens bien, il y a quand même un moment où vous dites l'avantage du nouveau couple, c'est quand, alors il ferme une porte, ce qui est désagréable, mais ce qui permet aussi de se reconstruire, c'est-à-dire de faire le deuil. Alors le couple parental persiste, mais en tout cas le couple conjugal initial, ça y est, c'est fini. Pour le couple, oui, effectivement. Pour les enfants, c'est une autre paire de manches parce qu'ils n'ont rien décidé. Ils n'ont pas du tout décidé que papa et maman se séparent. Donc il y a quand même une résistance. Mais voilà, je crois qu'il y a plusieurs moyens de faire pour que ce se passe au mieux. Parcoursup a connu aussi depuis sa mise en place plusieurs ajustements, évolutions aussi, des critiques qui émergent régulièrement, qui pointent notamment un manque de transparence ou une certaine complexité. On dit souvent, on en a parlé d'ailleurs dans l'émission encore récemment, qu'il y a un algorithme derrière qui choisit, définit en tout cas l'avenir de ces jeunes qui postulent sur la plateforme. Avec votre expérience, avec ce que vous voyez, Marie, qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution de Parcoursup jusqu'aujourd'hui? Est-ce que les évolutions récentes répondent aux besoins réels des élèves? Oui, alors déjà, effectivement, je voudrais bien corriger une première idée reçue qu'ont les gens, qui est que les gens pensent effectivement que Parcoursup fait des choix. Et ce qui n'est en réalité pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous formulez vos vœux sur Parcoursup, les établissements d'accueil vont prendre vos candidatures, trier les élèves, les classer. Ensuite, ils fournissent ce classement à Parcoursup qui s'occupe uniquement de la mise en relation et pour optimiser justement ce process de mise en relation pour que ça avance suffisamment vite. Si un élève ne veut pas de la formation, on appelle l'élève d'après, etc. La seule intervention de Parcoursup, c'est pour faire respecter les quotas de boursiers. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a un quota de boursiers qui est de 20%. Donc, normalement, sur Parcoursup, un élève sur 5 devrait être boursier. Donc, imaginons qu'un établissement d'accueil ait classé les 10 premiers élèves et qu'il n'y ait pas de boursier, et que le 11e est boursier, en fait, on appellera les 4 premiers, et en 5e, on appellera alors le 11e. C'est la seule intervention, mais pour faire respecter tout simplement la loi. Bien sûr. Voilà, donc Parcoursup, effectivement, ne prend pas de décision, donc ça, j'insiste bien là-dessus. Et donc, c'est ça un peu l'origine des problèmes chez les gens. C'est-à-dire que les gens pensent malheureusement que Parcoursup prend des décisions, alors qu'en fait, c'est à eux de cibler des vœux qui sont accessibles, justement, en fonction du profil de l'élève, du dossier de l'élève. Et c'est pour ça qu'il faut toujours reboucler avec les professeurs qui, eux, sont maîtres, justement, de cette information. Stéphanie, en quoi consiste le métier de guénier ? Alors, le métier de guénier, c'est, dans un premier temps, nous avons on va dire des coffrets en bois que nous, on appelle des fûts, que l'on vient habiller soit de cuir, de papier, voire même de tissu aussi. Et vous avez apporté vos créations? Est-ce que vous voulez quelques créations que l'on fait au campus. Donc ceci, on appelle ça un écrin chapelle, parce qu'il se ferme comme ceci. Vous pouvez le... Hop. Voilà, parfait. Le surélever encore, je pense. Encore. Et donc là, typiquement, vous aviez reçu le boîtier en bois. Voilà, en bois brut. Et donc là, il est recouvert de cuir. Et là, c'est pour... c'est un écrin pour des boucles d'oreilles? Exactement, pour accueillir des boucles d'oreilles. Et typiquement, ce sont le genre d'objets qu'on vend directement aux maisons de luxe. Comment ça se passe? Ça, c'est pas à destination des particuliers? Non, vous l'avez bien vu, donc ce sont des écrins qui sont faits directement pour les maisons de luxe, qui viennent chercher le savoir-faire et aussi la proximité pour faire leurs pièces spéciales, leurs pièces exceptionnelles ou leurs pièces qui leur demandent un travail énorme de travail sur la joaillerie. Et ils ont besoin d'avoir un service de proximité pour des clients qui sont extrêmement exigeants. Une première chose que vous dites, il faut faire, c'est faites un génogramme. Oui, alors ça a été vraiment... Nous, on est formés au génogramme depuis longtemps. C'est quoi le génogramme? C'est tout simple. C'est un petit dessin où on explique qui est qui et dans quelle génération. C'est ça qui va être important. Nommer qui est qui, quel lien un tel avec un tel, et surtout dans quelle génération. C'est-à-dire, il y a les grands-parents, les parents, les enfants. Il ne faut pas tout mélanger. Et on fait des liens entre tout ça. Moins les choses sont dites, plus il y a de risques de malentendus, écrivez-vous. C'est vraiment important de mettre les mots. Alors, ce que je trouve très intéressant dans les familles recomposées, parce que moi je suis plutôt positive, c'est de dire, avec les familles recomposées, on est obligé de parler. On est obligé de dire, toi t'es ma fille, mais t'es ma belle-fille. Oui, ça va pas de soi. T'habites là la semaine A, la semaine B t'habites là. Les vacances, on va en parler ensemble, parce que c'est pas évident avec ta mère et le conjoint de ta mère et les quasi, etc., etc. Donc c'est ce qu'on a appris aux familles initiales.
C'est-à-dire aux familles initiales, on leur a dit, nous on est obligés de parler, mais vous, ce serait bien que vous parliez. Nommer les situations, nommer les liens, nommer les générations, nommer les personnes aussi. Et alors avec la question, comment on nomme le beau-père, la belle-mère? Est-ce que de temps en temps, notamment quand les enfants sont tout petits, appeler papa son beau-père ou maman sa belle-mère, ça peut se faire Alors, je dis jamais que... Je dis jamais ce qu'il faut. Vous dites jamais jamais. Je dis jamais. Mais en même temps, j'interroge. Ouais. J'interroge. C'est votre façon de dire les choses quand même. Voilà, c'est une façon de dire les choses, bien sûr, parce que je pense qu'il faut les mettre plutôt sur le tapis que sous le tapis. Mais c'est aussi dire, vous vous faites appeler papa, par exemple. Mais le papa biologique, il est où? Il ne va pas réapparaître un jour. Comment vous pourriez vous faire appeler autrement et que ce soit plus juste et pérenne? C'est-à-dire que ça ne change pas tout le temps. Il y a aussi, pour les enfants, une question pour moi de sécurité et de pérennité le plus possible. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce JT. On vous retrouve vite, j'espère. Oui, lundi prochain. Voilà, c'est noté. Merci à toute l'équipe en régie. La réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, Thibaut Gorille-Lafont. Le maquillage, Laure Redmond. Emma Ferré et Laura Gérard à la rédaction. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao.